Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue. Ce soir, le monde du football est au cœur de l'actualité. La Coupe du monde FIFA 2026 se poursuit avec les 16e de finale dont l'Afrique est représentée par 9 pays à ce stade de la compétition avec un pays qualifiés pour le 8e de finale. Les autres auxquels tout un continent repose espoir sont éliminés de la rencontre. Nous avons tendu notre micro à quelques amateurs de football. Voici leur réaction. Quand nous prenons les trois équipes, la RDC, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, nous avons assisté à une déconfiture de notre football parce que toutes ces équipes ont été éliminées, en tout cas ont été rattrapées à la 86e minute, à la même heure. Au même moment, donc, ils ont fléchi et on les a rattrapés. La Côte d'Ivoire menait jusqu'à la 86e minute, tout comme l'Afrique du Sud, tout comme le Sénégal. Mais j'ai dit que sincèrement, il y a un problème au niveau de l'Afrique. C'est quoi? C'est le comportement des joueurs ou c'est les entraîneurs? Moi, je pense que quand vous prenez le cas du Sénégal, moi, je pense que c'est l'entraîneur. Parce qu'une équipe qui gagne, on ne doit pas la changer. On ne change pas une équipe qui gagne, comme dit l'adage. Mais quand à la 86e minute, tu fais des changements, mais c'est pour faire quoi? Parce que ceux qui sont là répondaient. Mais tu n'as rien vu que de changer de joueur et créer des espaces à l'équipe adverse qui lui a permis de scorer par 2 fois. Ces éliminations-là, on peut tout le temps critiquer les entraîneurs, les joueurs, mais je le répète encore une fois, c'est une affaire de processus. Je vous prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, une équipe bien fournie entre Franck Kessié, s'il y a un joueur de la Côte d'Ivoire qui a déjà une expérience en Coupe du Monde. Donc ce genre de choses rattrapent face à certaines équipes qui ont une histoire avérée dans la compétition. Ce n'est pas une question même des joueurs, d'ailleurs c'est d'abord une question d'équipe, les vécus de l'équipe, parce que c'est quelque chose qui transcende les joueurs. Maintenant les joueurs, les entraîneurs aussi, les techniciens, que ce soit le Sénégalais, Tchaou, que ce soit l'Ivoirien, ils sont jeunes, ils n'ont pas de vécu en tant qu'entraîneur à ce niveau. Donc des choses peuvent se passer de la sorte, même si je crois et je continue de croire que ce n'est pas forcément un problème de coaching, comme tout le temps on veut le souligner. Un entraîneur, c'est des idées. Par exemple, tu mènes 2-0, tu es l'entraîneur du Sénégal, ça te reste une dizaine de minutes de jeu, tu vois que ton équipe recule, parce que c'est quelque chose d'intrinsèque. Tu as besoin de défendre l'avantage que tu as, mais l'entraîneur sait que passer plus de temps devant sa surface de réparation est dangereux, parce que plus l'adversaire a le ballon proche de ton but, plus il a des chances pour marquer. Donc l'idée, les entraîneurs, ils disent, bon, et si je fais remonter le bloc, tu mets des joueurs qui sont sur le côté, qui vont vite tantôt, qui sont des techniciens capables de garder le ballon et de remonter les blocs. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, c'est-à-dire l'idée est là, tu la mets en place, mais le résultat n'est pas probant. Les équipes africaines à ce mondial, elles nous ont donné de l'espoir. L'espoir que tout ira dans le meilleur des cas, tout ira de l'avant. On a vu des équipes africaines tenir tête aux grands pays du football. Des gens qui investissent où le football est devenu une institution. Ils nous ont fait rêver, mais à la limite, on a vu que ce n'est pas ça. Le pourquoi, moi, je dirais que c'est une question de coaching. Nos entraîneurs ils ne font pas confiance à ceux qui sont sur le terrain et qui sont en train de faire leurs preuves. Peut-être qu'ils se disent que si je les laisse continuer pendant 90 minutes, ils vont sur quelqu'un d'autre, sur qui tout le monde compte, et que ceux-là vont donner le meilleur de lui-même. Déjà, l'équipe est fragilisée. Parce que le fait de faire sortir quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même, cela fera que non, l'entraîneur ne fait pas confiance. Nous ne fait pas confiance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va seulement tenir. Moi, je dis qu'ici, c'est du côté de coaching qu'il faut chercher la cause. Il faut qu'ils travaillent le mental, il faut qu'ils fassent confiance aux joueurs qu'ils ont alignés. On n'a pas s'il fait, c'est pas la fin, c'est pas la 80 minutes. Regardez, on prend vous menez 2-0. Hein? L'adversaire fait la différence. Il vous rattrape et vous dépasse. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas la faute du joueur, c'est le mental des coachs qu'il faut travailler. Nous attendons beaucoup de nos équipes africaines, mais très malheureusement, le Sénégal qui était
l'équipe phare pour nous en Afrique de l'Ouest. Ils ont été battus à la dernière minute. Ils menaient d'abord 2-0 jusqu'à la 86e minute. Ils ont failli. Bon, ce ne sont pas les joueurs, mais c'est un problème de coaching. Parce que si vous avez remarqué, le coach, il a fait beaucoup de changements. Des joueurs certainement qui n'ont jamais joué, il les a mis sur le terrain. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait d'échanger Pape Gueye. Parce que Pape Gueye, c'est un joueur vraiment qui a un très haut niveau et qui devrait être sur le terrain jusqu'à la fin du match. Parce que c'est un joueur qui est capable de marquer et il défendait aussi. Donc, selon mon point de vue, vraiment, c'est vraiment un problème de coaching. Santé, dans cette édition, la crise cardiaque est aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Souvent silencieuse, elle peut survenir à tout moment, d'où l'importance de connaître les signes et les bons réflexes à adopter. Comment la prévenir et réagir efficacement? Élément de réponse dans ce reportage de Zirkefil Isfou et Maman Sane Hassan. La crise cardiaque, également appelée infarctus du myocarde, est une urgence médicale qui se produit lorsque le flux sanguin vers le cœur est bloqué, entraînant la mort des cellules cardiaques. Elle se produit également lorsque une artère coronarienne est obstruée par un caillot de sang ou une plaque d'athérome. Les symptômes qui font évoquer la crise cardiaque, c'est d'abord une douleur thoracique. Une douleur de la cage thoracique qui survient de façon brutale, elle est intense. Le plus souvent, vous allez voir les patients tiennent le milieu de la poitrine. Ils mettent la main ici. Le phénomène principal, c'est une artère qui irrigue le cœur qui est bouchée. Donc, le cœur, à un moment donné, ne reçoit pas assez d'oxygène et de nutriments pour son activité. Et cette crise est favorisée par plusieurs facteurs que nous appelons les facteurs de risque cardiovasculaire ou les facteurs de risque de la cardiopathie ischémique. Parmi lesquels nous avons l'hypertension artérielle. C'est le premier facteur en cause, surtout une hypertension artérielle qui n'est pas suivie ni maîtrisée. Un autre facteur, c'est le diabète. Le diabète qui n'est pas maîtrisé. Il y a aussi la dyslipidémie. C'est une situation au cours de laquelle il y a trop de cholestérol circulant dans le sang, surtout les mauvais cholestérols. Et c'est ces cholestérols qui ont tendance à s'entasser à l'intérieur des artères pour former des plaques qui vont à la longue grandir et former une sorte de blocage et qui diminue le passage au sang. Il y a la sédentarité, il y a des facteurs tels que l'âge, quand c'est avancé, et donc c'est l'association de ces différents facteurs qui entraîne la survenue de la maladie. Thrombose, hypertension artérielle et insuffisance cardiaque, dont entre autres causes de cette urgence médicale, la crise cardiaque a des conséquences très néfastes chez la personne affectée. Les conséquences de la crise cardiaque, d'abord la plus dramatique, c'est la mort subite. La personne fait sa crise sur le champ en un laps de temps ou avant d'aller à l'hôpital, on le perd. La personne qui ne meurt pas peut développer une insuffisance cardiaque. Et insuffisance cardiaque est une maladie, elle aussi, avec son évolution et son tas de complications à elle. Maintenant, la prise en charge, elle est de plusieurs types. Il y a l'avancée majeure, le traitement conventionnel qui est utilisé même chez les Blancs. C'est la coronarographie, diagnostic et avec pose de stent. Les recommandations pour éviter une récidive après une première crise cardiaque, d'abord, c'est essentiellement un bon suivi médical. Et il y a des comprimés qu'elle va prendre. C'est chaque jour, en fonction de sa situation, son ordonnance va différer. Et la personne doit respecter un régime alimentaire strict que son médecin va lui dicter en fonction de ce qu'il a comme maladies sous-jacentes qui ont entraîné cette crise cardiaque. La crise cardiaque est très dangereuse, mais les spécialistes nous rassurent
Il est possible de réduire les risques en adoptant une alimentation équilibrée, en faisant des exercices physiques régulièrement et en contrôlant les facteurs de risque cardiovasculaires. Les réseaux sociaux sont devenus des véritables outils de commerce, une importante opportunité économique, notamment pour les femmes qui se lancent de plus en plus dans la vente en ligne de nourriture, transformant leur savoir-faire culinaire en activité génératrice de revenus. N'est-ce pas, Rachidat Jibrilla et Ibrahim Abdullahi? Porté par le développement du numérique, l'entrepreneuriat féminin connaît une nouvelle dynamique. De nombreuses femmes utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour vendre de la nourriture. Depuis leur domicile ou de petites cuisines aménagées, ces entrepreneurs proposent une diversité de plats, des mets locaux aux recettes modernes qu'elles commercialisent via les différentes plateformes numériques. Ça fait 6 ans que je suis dans cette activité. J'aimais cuisiner et un jour je me suis décidée à vendre ce que je fais en ligne. On fait les commandes en gros, les commandes personnalisées. On fait les petits déjeuners, les déjeuners et on fait aussi le soir. J'utilise Facebook et surtout TikTok. Parfois, je publie sur Snap et sur Instagram. Déjà, la cuisine, c'est ma passion. Depuis lors que j'étais petite, je me suis lancée dedans. Et ce qui m'a poussée même à vendre la nourriture, c'est parce que je finis les études. Je n'arrive pas à avoir un boulot. Donc, j'étais obligée de commencer à faire des ventes en ligne. J'utilise WhatsApp, premièrement, et Facebook. Maintenant, je commence avec TikTok un peu. Concernant les commandes, je laisse mon numéro, je fais une affiche parce que je ne fais pas chaque jour. Dans la semaine, 2 ou 3 fois. Ce secteur, bien qu'en plein essor, n'est pas sans défi. Mais grâce à leur persévérance, elles croient à un lendemain meilleur. Il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Concernant les livraisons, des fois, les livreurs sont un peu en retard. Et d'autres, s'ils sont en retard, ils refusent de prendre les commandes. Et ils sont obligés de nous ramener la nourriture. Ça joue un impact crucial sur ma vie parce que ça m'aide à être indépendante. Je rêve d'avoir un grand restaurant, que même les gens qui viennent payer pour 300, 200 puissent venir. Parfois, tu peux publier, les gens ne voient pas ça à temps. C'est après que les gens voient et ils lancent leur commande, en ce moment c'est fini. L'autre difficulté c'est quoi? Quand c'est en ligne, parfois la connexion elle ne marche pas bien. Tu es obligé d'avoir tous les réseaux et parfois même tous les réseaux ne marchent pas. C'est pratiquement toute ma vie cette activité parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas. Souvent je trouve quelques activités je fais, mais je dirais que ce business que je fais, c'est ça qui me donne presque tout à 98%. Pour l'avenir, c'est avoir un grand restaurant dans un endroit bien placé et avoir beaucoup de ventes un peu partout. La vente en ligne de nourriture s'impose ainsi comme un levier d'autonomisation économique. Elle illustre la capacité des femmes à innover et à s'adapter aux nouvelles opportunités qu'offre le numérique. À quelques encablures du grand marché de Niamey, le marché Lakalkanay fait vivre chaque jour des dizaines de commerçants réputés pour la vente de chaussures. Il propose également des vêtements et autres accessoires de téléphone mobile. Malgré ses nombreux atouts, ce marché reste encore peu connu d'une partie de la population. Zoom sur un espace commercial qui ne demande qu'à gagner en visibilité avec nos reporters Zainab Boubacar et Ibrahim Abdullahi. Situé à côté du grand marché de Niamey, le marché Lakalkanay, également appelé marché Adikou, est un espace commercial qui s'anime chaque jour. On y trouve en effet une variété d'articles, notamment des tenues vestimentaires, des téléphones portables et accessoires, ainsi que plusieurs autres produits prisés par les consommateurs. La particularité de ces marchés réside dans sa spécialisation dans la vente des chaussures. Les marchés de Lakalkanay fonctionnent normalement. Certains jours, les ventes sont bonnes. D'autres jours, elles les sont moins. En majorité, ce sont des chaussures qui sont vendues. Je suis vendeur de chaussures et de tissus. Le commerce se passe bien dans l'ensemble. Les clients commencent à venir, même s'ils n'affluent pas beaucoup. Nous sommes des commerçants. Nous revendons plusieurs articles, notamment des chapeaux, des chemises et bien d'autres produits. Dans ce marché,
on trouve une grande diversité d'articles. Je vends des maillots, nous sommes ici un marché encore méconnu du grand public. Malgré les défis auxquels nous faisons face, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Je suis venu chercher des maillots. J'en achète régulièrement auprès de ce commerçant. Je lui fais de la publicité avec les clients qui recherchent les maillots. La proximité du marché La Kalkané avec le grand marché fait qu'il reste de l'ombre dans celui-ci. C'est un marché moderne. Les activités tournent au ralenti, mais les commerçants parviennent tout de même à réaliser quelques ventes. Le principal problème reste le fait que le marché est encore méconnu. Spécialisé dans la vente des chaussures, diversifié par l'Europe communément appelée abaya, et les accessoires de téléphone, le marché La Kalkané dispose d'un fort potentiel. Pour les commerçants, le défi est désormais de gagner en notoriété afin de faire de ce lieu une destination incontournable pour les acheteurs de la capitale. Entre débrouillardise, résilience et contribution à la refondation économique et sociale du pays, bon nombre de jeunes s'adonnent à la cuisson d'aliments sur les voies publiques. Une activité longtemps considérée comme l'apanage des femmes. Jamila Soumaïla et Massaoudou Hashim. Sur les principales voies de la capitale et des différents quartiers de Niamey, on voit de plus en plus des jeunes hommes devant leurs fourneaux. Il n'y a pas de sous-métier, a-t-on coutume de dire. Cet adage trouve bien son sens à travers l'initiative de ces jeunes gens qui, pour vaincre l'oisiveté, pratiquent la cuisson des aliments. Un métier typiquement féminin qui leur permet néanmoins de subvenir à leurs besoins et participer à booster l'économie du pays. Certains disent que c'est un travail de femme, mais moi ça ne me dérange pas. J'y trouve mon compte, ça me permet de subvenir à mes besoins. Nous sommes dans la recherche de revenus et il n'y a aucune honte à cela. Rester sans rien faire, en revanche, peut conduire à de mauvaises voies, comme le vol. Dieu merci, cette activité fonctionne bien. Les clients sont nombreux et réguliers. Leur engagement à travers ces initiatives est une bonne dynamique dans le contexte de la refondation où chaque Nigérien est appelé à apporter sa pierre pour un Niger économiquement solide. Somalie, la mission de maintien de paix menacée. Ouganda, manifestation des rapatriés d'Afrique du Sud après les violences xénophobes. Mondial 2026, l'Égypte en 8e de finale. Le Cap-Vert sort la tête haute. Voilà l'essentiel de l'actualité internationale de ce samedi 4 juillet 2026. La sélection est commentée par Hima Seibou. Dans une note diplomatique, Washington a confirmé qu'il ne soutiendrait plus ce mécanisme après la fin de l'année en cours. L'administration américaine, sous l'impulsion de Donald Trump, estime que l'investissement international n'a pas permis à la Somalie de stabiliser durablement sa situation sécuritaire ni de réduire significativement la menace djihadiste. Les autorités américaines dénoncent notamment les divisions politiques internes somaliennes. La Commission de l'Union africaine a alerté ses États membres sur les conséquences de cette décision, évoquant des implications significatives. En Ouganda, plusieurs personnes ont défilé à travers l'Afrique du Sud après qu'une campagne de plusieurs semaines contre les immigrés sans papiers
a atteint son paroxysme avec la fixation d'une date limite non officielle pour que les migrants sans papier quittent le pays. Plus de 25 000 personnes ont déjà fui le pays selon les forces de sécurité sud-africaines, alors que les pays africains ont rapatrié les ressortissants ces dernières semaines en riposte à la vague de manifestations anti-immigrés. Après un match intense conclu sur un score de 1 but partout au terme des prolongations, les Pharaons se sont imposés 4-2 au tir au but. Oussam Abdulmajid a inscrit le penalty décisif, offrant à l'Égypte sa toute première victoire en phase à élimination directe dans l'histoire de la compétition. De son côté, le Cap-Vert a quitté la compétition avec les honneurs après une défaite spectaculaire 3-2 contre l'Argentine, champion du monde en titre. À 2 reprises, les Blue Skarks sont revenus au score, d'abord pendant le temps réglementaire, puis en prolongation, avant de céder sur un but contre son camp, le Diné Borges à la 111e minute, à la suite d'une tête de Christian Romero. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.